Bonjour tout le monde, bienvenue à notre prochaine conversation, une série de discussions sur les liens qui nous unissent. On regarde, la conversation est déjà lancée, il y a beaucoup de monde ce matin. D'où viennent tous les participants? Il semblerait donc que nous ayons déjà des participants issus de plusieurs de nos conférences annuelles. Nous avons Lexington, Kentucky. Salut Simon. Il semblerait que Simon nous rejoigne depuis l'Afrique. Doc est avec nous. Nous avons le Nebraska, les Philippines, la Floride, la conférence du Nord-Est à Houston avec leur temps humide. Et il semble que nous soyons à 81. Des personnes continuent de nous rejoindre et ce chiffre semble continuer d'augmenter. Alors, bonjour à toutes et à tous, ou bon après-midi, ou bonsoir, selon l'endroit d'où vous nous rejoignez. Nous sommes vraiment reconnaissants que vous ayez pris le temps de... Merci de nous rejoindre pour cette conversation ce matin. Je suis Diane Burnett, directrice exécutive de la communication pour l'Église méthodiste globale. Habituellement, je suis basée à la conférence de West Plains à Lubbock, au Texas, mais aujourd'hui, je vous rejoins depuis la Virginie. Notre équipe de communication est en retraite, donc nous sommes tous réunis ici en Virginie. Je suis donc dans un fuseau horaire différent de d'habitude, mais je suis ravie d'être avec vous tous pour notre pétition. Secrétaire Sudator, Lamar Oliver. Donc, techniquement, Lamar a occupé ce rôle. Il a occupé les fonctions de secrétaire aux pétitions et de secrétaire adjoint auprès de Tom Lambrecht, secrétaire de la conférence générale. Et il nous a aidés lors de la conférence générale convoquée de 2024 et continue de faire son bon travail pour notre conférence générale de 2026. L'événement se tiendra à Johannesburg, en Afrique du Sud. Et donc, une grande partie de la conférence générale porte sur le sujet préféré de tous, n'est-ce pas, Lamar? Pétition. Oh oui, Oh oui. Donc, nous voulions prendre un peu d'avance et vous aider à comprendre ce processus, à quoi il ressemble, et tout simplement, Lamar partage un peu de ce travail, explique comment on peut soumettre ses pétitions, ce qu'il faut pour qu'une pétition soit valide, toutes les questions brûlantes que vous vous posez sûrement et auxquelles vous avez hâte d'avoir des réponses. Nous allons confier cette tâche à Lamar, qui puisse simplement partager avec les membres de notre équipe tout le travail acharné qu'il a accompli pour préparer ce processus pour nous. Mais avant ça, Lamar, pourrais-tu nous rendre un service et dire une prière pour notre conversation d'aujourd'hui? en effet. Merci, Guen. Prions. Seigneur, nous te remercions infiniment pour le privilège et l'honneur de faire partie de ton Église. Nous te remercions pour ces hommes et ces femmes que tu as appelés à servir au sein de la conférence générale de 2026. Alors que nous sommes réunis aujourd'hui, Seigneur, puisses-tu oindre ce moment de ton esprit afin que ce ne soit pas notre œuvre, mais ta volonté, qui s'accomplisse dans notre conversation aujourd'hui et dans tout le reste du processus de pétition menant à la conférence générale de 2026. Seigneur, nous t'offrons ceci au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Avant de commencer, j'aimerais aborder quelques outils ou techniques de ménage. Quel est le mot juste? Quelques points à noter. Nous surveillons la conversation. Et donc, Christine, la responsable de la communication, est assise à côté de moi en ce moment même sur son ordinateur portable. Et elle travaille en coulisses pour nous aider à rester sur le sujet et à ne pas nous égarer. Elle veille aussi à ce que toutes vos questions soient prises en compte, alors n'hésitez pas à les poser dans le chat. Nous avons également les questions que vous avez soumises lors de votre inscription, auxquelles nous ferons référence. Je suis assez confiant que Lamar va couvrir la majorité de ces questions pendant sa présentation. À l'échelle nationale, il est toujours là. Cependant, nous voulons nous assurer que nous poserons bien ces questions après la présentation de Lamar. Nous aurons un peu de temps. Nous avons prévu largement assez de temps pour les questions-réponses. Donc, si des questions vous viennent pendant sa présentation, nous veillerons vraiment à avoir le temps d'y répondre. Nous, comme lors de la dernière session de conversation connexionnelle, celle que nous avions eue avec Tom. Et tout récemment, il y a quelques semaines, nous avons parlé de la conférence générale. Nous prévoyons de mettre cet enregistrement à disposition de l'Église. Il sera disponible sur notre site web, la conférence générale, de beautyofholiness2026.org. Nous allons également le doubler. Dans le cadre de nos autres langues officielles de l'Église méthodiste globale, l'espagnol, le portugais, le français et le coréen, donc ces informations seront disponibles dans ces langues pour eux. Nous prendrons également la transcription et nous la ferons traduire en swahili pour nos amis qui ont besoin de cette langue. C'est donc une partie de ce que nous faisons pour nous assurer que notre Église mondiale reçoive toutes les mêmes informations et soit bien équipée lorsqu'elle entame ce processus de pétition.
En ce moment, le format que nous utilisons repose sur un logiciel appelé Riverside. Il n'y a pas de traduction intégrée pour le moment. Cependant, si vous en avez besoin, vous pouvez le faire en utilisant une extension sur votre ordinateur portable, si nécessaire via Google. Mais nous ne le proposons pas, nous nous en excusons. Nous travaillons à obtenir ces fonctionnalités en espérant qu'un jour cela fasse partie de notre offre complète. Mais pour l'instant, c'est là où nous en sommes. Alors, Lamar, y a-t-il d'autres points d'organisation à aborder? Des conseils que tu voudrais que nous couvrions avant de commencer? Pas du tout, Diam. Merci beaucoup, je t'en suis reconnaissant. Très bien. Eh bien, Lamar, je vais te passer la parole. D'abord, je tiens à remercier tous ceux d'entre vous qui ont manifesté de l'intérêt pour le processus de pétition. C'est un vrai plaisir de découvrir ce qui préoccupe les gens à travers le monde. Quand ils posent des questions, quand ils se préparent à soumettre des pétitions. Et ce matin, je voudrais simplement, comme Diane l'a mentionné, dire que nous avons reçu beaucoup de questions. Au préalable, je voudrais juste vous donner à tous une vue d'ensemble, un peu à 10 000 mètres d'altitude, de ce qui se passe avec le processus de pétition, puis nous reviendrons sur les questions un peu plus tard. La première chose dont je veux parler, c'est du calendrier des pétitions. À partir d'aujourd'hui, et ce sera encore plus le cas la semaine prochaine, mais aujourd'hui marque le lancement de notre page de pétition sur le site web de notre conférence générale, puis /pétition. Et je veux vous encourager à considérer que d'ici la fin de la conférence générale, ce sera votre point de référence pour tout ce qui concerne les pétitions. La pétition, c'est ce site web. Aujourd'hui, dans notre calendrier des pétitions, nous dévoilons la page des pétitions. La semaine prochaine, nous allons publier des vidéos de formation et d'autres sources pour vous aider à vous familiariser avec le processus. Nous voulons vous fournir toutes ces informations de contexte. Le 5 janvier 2026, le portail des pétitions ouvrira et nous recueillerons les pétitions du 5 janvier 2026 jusqu'au 1er mai 2026. Il y a eu quelques questions concernant le processus de pétition. Pour information, le processus de pétition est en fait décrit dans le paragraphe 706 du Livre des doctrines et disciplines 2024. Et nous avons également notre plan d'organisation, qui vient d'être ajusté par notre commission de la conférence générale. Et nous publierons ces informations, soit plus tard aujourd'hui, soit au début de la semaine prochaine. Et l'une des questions que l'on nous pose souvent est « Qui peut soumettre une pétition à la conférence générale ?» Les membres individuels, qu'ils soient clercs ou laïcs, de l'Église méthodiste globale peuvent soumettre une pétition à la conférence générale. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de votre Église. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de votre conférence annuelle. Tout individu, clerc ou laïque, qui est membre de l'Église méthodiste globale a le droit de soumettre une pétition à la conférence générale. Nous allons y arriver. Tous ces détails feront partie de nos supports de formation que nous publierons la semaine prochaine. Mais non seulement les individus ont de la gamme chez MC, mais aussi des églises locales peuvent soumettre une pétition à la conférence générale. Il peut y avoir certaines églises qui ont des sujets particuliers qu'elles souhaitent voir examinés par l'Église générale. Et normalement, cela se fait par le biais du conseil de l'Église. Et c'est un moyen pour les églises de faire entendre leur voix. Et ensuite, c'est officiel. Les comités, commissions et groupes officiels de l'Église, que ce soit au niveau de la conférence annuelle ou de la conférence générale, en qualité pour soumettre une pétition à la conférence générale. Il s'agit donc des comités, commissions et conférences officielles de l'Église. Il existe de nombreuses raisons informelles qui ne sont pas des instances officielles et qui ne sont pas mentionnées dans le livre de la discipline. Dans ces situations, il y aura des individus, que ce soit un groupe ad hoc ou autre, et il n'y aura que seuls les groupes qui font officiellement partie de la GMC peuvent soumettre une pétition. Et bien sûr, les conférences annuelles, réunies en session plénière, peuvent également soumettre une pétition à la conférence générale. Et parfois, on me demande quel est le rôle du secrétaire aux pétitions. Et je voudrais simplement aborder quelques points que j'ai entendus en 24 et 25 et en allant vers 25. L'une des questions qu'on me pose est « Est-ce que telle ou telle pétition sera examinée? Sera-t-elle adoptée? » Et je vais simplement vous dire que je n'en ai aucune idée. Notre rôle concerne la procédure, pas le résultat. Cela dépend strictement, en fin de compte, de l'assemblée plénière de la conférence générale, et nous n'avons aucun contrôle sur ce qui est soumis. Certaines des questions qui ont été soumises dans le cadre de cet appel portaient sur « Eh bien, est-ce que cela sera examiné? Est-ce que cela sera examiné? » Et la réponse, c'est que cela dépend de vous. Si vous tenez suffisamment à un sujet pour vouloir qu'il soit examiné, soumettez une pétition. Tout ce que nous faisons, c'est nous validons les pétitions et vérifions leur fondement, puis elles sont transmises aux commissions législatives appropriées.
C'est la session plénière de la conférence générale qui décidera en fin de compte du sort de chaque pétition. On me demande aussi quels sujets peuvent être abordés par les pétitions. Révision ou ajout au livre des doctrines et la discipline, ainsi qu'aux pratiques et procédures judiciaires. Il existe aussi des pétitions non disciplinaires, des résolutions, et vous verrez des références aux paragraphes disciplinaires à ce sujet dans les supports de formation. Une chose à savoir concernant les pétitions, c'est que, la plupart du temps, elles nécessitent un vote à la majorité, mais les résolutions exigent un vote à la supermajorité de 75% lors de la session plénière. Un changement majeur par rapport à 2024, et j'y reviendrai plus tard, c'est qu'il n'y a plus de limite cette fois-ci. 2024. Notre ordre du jour était limité compte tenu du caractère unique de notre conférence où certains passages du livre de la discipline étaient toujours soumis à l'examen. Mais cette fois, tout est ouvert. Mais il convient de rappeler que les pétitions ne peuvent se référer qu'à un seul paragraphe, sauf dans des situations tout à fait exceptionnelles. Une autre question qui a été posée est « Que se passe-t-il avec une pétition? » D'accord, imaginons, Lamar, que tu ailles sur notre site web et que tu soumettes une pétition. Que se passe-t-il ensuite? Eh bien, la première chose, c'est que je vais les examiner minutieusement. La pétition. Je vais m'assurer que toutes les exigences ont été respectées. Et puis, bien sûr, mon travail est soumis à la révision du comité de référence à la fin du processus. Aussi, si vous soumettez une pétition en tant qu'individu, vous devez avoir 10 co-signataires qui sont membres de l'Église méthodiste globale. Et dans le cadre de notre processus, nous vérifions toutes les 10 signatures. Nous vérifions tous les co-signataires afin de garantir la transparence. Et s'il s'agit d'un comité, d'un groupe ou d'une conférence annuelle, il doit soit y avoir le procès-verbal de la réunion où cette pétition a été examinée, soit une lettre du président ou du secrétaire. Ensuite, après le processus de vérification et de validation, la pétition est attribuée à une commission législative. Et vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans notre plan d'organisation. Et en gros, c'est par section disciplinaire que les pétitions sont principalement réparties. Mais la décision finale concernant toutes les pétitions sera prise en séance plénière. La vérification et la validation des pétitions sont un processus continu. Une fois les pétitions vérifiées et validées, elles seront envoyées pour pétition. Un changement que nous constatons pour 2026, c'est qu'au lieu de regrouper toutes les pétitions à la toute fin, nous allons envoyer nos pétitions chaque semaine pour traduction afin d'aider. Avec la fluidité du processus en avant. Et une autre question qu'on nous a posée est « Quand les pétitions seront-elles publiées ?» Toutes les pétitions seront publiées en une seule fois, le 1er juillet 2026, dans le cadre du rapport pré-conférence. Nous ne les publierons pas au fur et à mesure, car il s'agit d'une question d'équité pour tous les pétitionnaires. C'est pourquoi nous regroupons tout à la toute fin du processus. Comment les pétitions sont-elles soumises? Les pétitions peuvent être soumises uniquement via le portail disponible sur le site web de la conférence générale. Et j'ai déjà reçu des questions du type « Que se passe-t-il si je n'ai pas un accès Internet fiable ou si je n'ai pas d'accès du tout ?» Nous demandons à ceux qui se trouvent dans cette situation de contacter leur bureau de conférence. Chaque bureau de conférence que nous avons à travers le monde dispose d'un accès Internet fiable. Vous pouvez donc passer par votre COP local, votre bureau de conférence annuel, pour vous aider à faire cela. Étant donné la dimension mondiale de notre organisation et nos ressources, comme nous ne sommes pas une structure lourde, nous n'avons pas la capacité de faire beaucoup plus que le processus en ligne classique. Nous comprenons, apprécions et sommes à l'écoute de ceux pour qui le tout en ligne peut représenter un défi. C'est pourquoi nous allons vous demander de collaborer avec vos bureaux de conférence, selon les besoins, sur ce point. Autre chose, j'ai déjà mentionné 2024. En 2024, nous avions reporté les demandes. Les pétitions qui ne figuraient pas à l'ordre du jour limité prévu dans notre plan d'organisation ont été automatiquement reportées à 2026. Tous les demandeurs dont la demande avait été reportée ont été contactés cet automne et se sont vus offrir la possibilité de la retirer, car certaines demandes ne sont plus recevables. Parce que les sujets qu'ils abordaient ont soit disparu, soit été traités différemment. Et les pétitions qui ne nécessitaient qu'une modification du numéro de paragraphe ont été mises à jour. Parce qu'après 24, certains éléments qui figuraient dans le livre de transition n'ont pas été repris dans la version finale. Et puis, il y a eu des éléments ajoutés avant ou par la conférence générale dans le cadre de notre livre de discipline. Les pétitions qui ne nécessitaient qu'une modification du numéro de paragraphe ont donc été mises à jour.
Mais s'il y avait le moindre changement dans le corps de la pétition, nous avons demandé à ces pétitionnaires de la soumettre à nouveau. De cette façon, tout repart sur des bases saines. Parce que pour les pétitions qui ont été validées et vérifiées en 2024, il n'aurait vraiment pas été juste de laisser les gens faire des modifications sans en informer tous leurs co-signataires ou les commissions qui ont approuvé ces choses. C'est donc pour cela que cette petite subtilité a été ajoutée. En parlant des changements depuis 2024, cette fois-ci, nous avons 4 mois au lieu de 3 semaines. Nous avons 4 mois pour soumettre les pétitions. Et c'est vraiment chouette parce que je pense que ça va être intéressant de voir comment les gens vont s'approprier le processus. Et cela va aussi rendre les choses plus efficaces de notre côté. Un autre changement par rapport à 2024 dont nous avons déjà parlé, c'est que l'intégralité du livre des doctrines et disciplines, ainsi que l'ensemble des pratiques et procédures judiciaires sont soumis à examen. Et une chose que nous avons entendue de la part de nos délégués et sur laquelle nous allons vraiment insister cette fois-ci, c'est que notre rapport pré-conférence, le rapport sur les pétitions, sera organisé par commission législative et non pas numériquement. Et pour ceux d'entre vous qui ne sont pas là, ce n'est peut-être pas si important, mais nous allons organiser notre rapport sur les pétitions par commission législative pris par paragraphe. Ainsi, les commissions traiteront, disons, toutes les 7 pétitions concernant le paragraphe 703, elles auront ces pétitions côte à côte, et cela nous évitera certains allers-retours qui compliquaient la tâche des gens lorsqu'ils devaient consulter leur rapport pré-conférence. Maintenant, la même chose, qu'est-ce qui reste identique par rapport à 2024? Juste quelques points importants. Le rapport pré-conférence sera entièrement navigable. Il y aura un PDF entièrement navigable avec plusieurs index, comme en 2024, pour faciliter la tâche à ceux d'entre vous qui préfèrent travailler avec des supports électroniques. Et notre objectif, tout comme en 2024, l'un des points sur lesquels nous avons reçu beaucoup de retours positifs, c'était cela. Notre objectif est d'assurer une pagination cohérente dans toutes les langues. Donc, que vous ayez en main la traduction anglaise du rapport pré-conférence, ou la pétition portugaise, ou la traduction portugaise du rapport de pétition pré-conférence. Si vous allez à la page 25, ce sera la même chose des deux côtés. Comme en 2024, tous les co-signataires des pétitions individuelles seront vérifiés et tous les documents justificatifs pour les groupes seront également vérifiés. Une dernière chose que je voudrais vous dire avant que nous passions aux questions de Diane, c'est qu'il faut comprendre qu'il existe de nombreux styles d'apprentissage différents dans l'Église méthodiste globale. Vous verrez, dans la semaine à venir, apparaître en ligne sur notre page de pétition. Nous mettrons à disposition un document détaillé de 9 pages qui explique par écrit comment utiliser le portail de pétition. Nous inclurons également, dans ce dossier, un organigramme pour ceux d'entre vous qui apprennent de façon plus visuelle, qui sont plus visuels. Cela vous guidera étape par étape sur la façon de soumettre une pétition. Et enfin, nous savons aussi qu'il y a des personnes qui préfèrent avoir quelqu'un avec elles. Faute d'un meilleur terme pour leur tenir à la main. C'est pourquoi nous sommes en train de réaliser des vidéos pour vous accompagner tout au long du processus. Je vais passer par le processus de soumission et j'enregistrerai une vidéo de capture d'écran. Ainsi, vous verrez littéralement comment chaque case est remplie et dans quel ordre. Et notre espoir, en proposant les instructions de ces 3 manières, le texte détaillé, la vue d'ensemble sous forme de schéma et l'accompagnement détaillé, c'est de rendre ce processus aussi convivial et utile que possible. Putain. Eh bien, merci, Nana. C'était super. Nous avons une question que je trouve vraiment très pertinente et je suis sûre que plusieurs se la posent. Est-ce que c'est... Pourriez-vous peut-être nous en dire un peu plus sur à quoi ressemble ce format de portail? Est-ce que les gens vont devoir soumettre des PDF? Est-ce que ce sera sous la forme d'un formulaire type JotForm? Pourriez-vous leur donner une idée à ce sujet? D'accord, merci d'avoir soulevé ce point. C'est une chose que je n'ai pas mentionnée pour 2024. Ce sera strictement un JotForm. Nous n'allons pas permettre le téléchargement de fichiers doc ou PDF, car, aussi bien intentionné que cela ait été, cela nous a causé beaucoup de soucis en coulisses. Parce que, pour revenir à ce dont nous parlions, concernant le formatage qui doit être identique dans toutes les langues. En insérant tout via le JotForm, cela facilitera grandement le travail de notre équipe technique en coulisses. Et la seule chose que nous acceptons en téléchargement, ce sont les pétitions ou les procès-verbaux, ou les lettres certifiées, ou les procès-verbaux ou lettres concernant la justification de groupe. Mais en ce qui concerne chaque pétition individuelle,
Et la règle générale, c'est que vous pourrez copier-coller depuis l'application que vous utilisez pour rédiger votre pétition et le mettre dans la zone de texte. Il y a beaucoup de détails dans notre vidéo sur la façon de réaliser ce processus pour s'assurer que les textes barrés sont au bon endroit et que les soulignements sont bien placés. Très bien, parfait. Merci, Edamar. Alors, je voudrais intervenir. N'hésitez pas à continuer de poser vos questions via le chat, mais je voulais m'assurer de passer en revue les questions qui ont été soumises avant la réunion afin que nous puissions toutes les aborder. Donc, l'une des premières questions, Lamar, et je vais simplement les poser. Je sais que tu as peut-être déjà abordé certains points, mais parfois, tu sais, les questions peuvent être posées différemment, ce qui nous permet d'y répondre autrement et d'apporter des clarifications. Donc, Nous sommes là pour aider. c'est ça, absolument. Alors, est-ce que les personnes vont soumettre des pétitions sans en discuter avec leur conférence annuelle? Oui, chaque individu a le droit de soumettre une pétition à la conférence générale et vous n'avez pas besoin de demander la permission à qui que ce soit. Il vous suffit d'avoir 10 co-signataires qui sont membres de la GMC et ces 10 co-signataires peuvent être des membres du clergé ou des laïcs. Très bien, parfait. Et alors, est-ce qu'un individu peut soumettre une pétition à la conférence générale ou est-ce que cela doit passer par sa conférence annuelle, ce qui revient un peu au même? Donc, les individus, encore une fois, peuvent soumettre. C'est exact. Absolument. D'accord. Alors, comment la Commission va-t-elle s'assurer que la dénomination continue de préserver les normes doctrinales mondiales sans servir des intérêts personnels? Encore une fois, c'est l'un de ces cas-là. Nous n'avons aucun contrôle là-dessus. Nous n'avons pas l'autorité dans le processus de pétition pour dire à quelqu'un que sa pétition ne peut pas être faite parce qu'elle ne répond pas à tel ou tel critère théologique ou philosophique. Vous avez le droit, en tant qu'individu ou en tant que groupe, LGMC, de présenter une pétition à la conférence générale. Et à ce moment-là, la pétition suivra son cours et fera partie intégrante du processus. Super! D'accord. Supposons donc que vous receviez une pétition de la part de quelqu'un. Comment savoir et vérifier qu'ils sont bien membres du GNC? Excellente question. Et vous remarquerez notamment sur le formulaire que tous les pétitionnaires doivent être membres et tous les co-signataires doivent être membres du GMC. Et nous allons contacter chaque co-signataire individuellement. Mais au final, je n'ai pas une garantie à 100%. C'est comme ça. Il y a un certain niveau de confiance à avoir. Nous faisons confiance au fait que ceux que nous contactons seront membres de l'Église méthodiste globale, ceux qui co-signent. D'accord. Et donc, juste pour clarifier, afin que nous soyons bien informés, pouvez-vous à nouveau rappeler les dates limites, certaines de ces dates clés et les dates importantes pour le processus de pétition? Très bien, le 5 janvier, c'est l'ouverture du portail de soumission des pétitions. Et entre maintenant et le 5 janvier, nous allons avoir énormément de documents. Un autre petit changement que nous ajoutons pour 2026 que nous n'avions pas en 2024. Que vous soumettiez une pétition en tant qu'individu, en groupe ou au nom d'une conférence annuelle. Nous avons en fait préparé une liste de contrôle des éléments à avoir prêts avant de commencer le processus. Et donc, l'une des raisons pour lesquelles nous ouvrons les pétitions, c'est que la page est disponible dès aujourd'hui et sera complétée dans la semaine à venir. Ainsi, vous aurez le temps, entre maintenant et janvier, de commencer à élaborer votre stratégie. Le 5 janvier, le portail de soumission des pétitions ouvre. Le 1er mai, le portail de soumission des pétitions ferme. Entre le 1er mai et le 1er juillet, je vais rencontrer le comité de référence pour m'assurer que toutes les attributions faites pour les pétitions sont approuvées par eux. Je veux m'assurer que je n'ai rien oublié. Nous ferons tout traduire et compiler dans un rapport pré-conférence. Ensuite, le rapport sur les pétitions sera publié en même temps que le rapport pré-conférence le 1er juillet 2026. Et puis, une fois sur place à Johannesburg, les commissions législatives prêteront chaque pétition. Ensuite, elles enverront leurs recommandations à la session plénière de la conférence générale qui prendra alors une décision finale sur tous les rapports du comité législatif. Puis, une fois la conférence générale terminée, Tom et moi travaillerons avec d'autres personnes pour perfectionner la revue et veiller à ce que le livre des doctrines et disciplines mis à jour, LGPP, soit publié conformément au droit canonique. Génial, super. Et puis, nous avons d'autres questions à vous poser. Est-ce que
Et les 10 co-signataires? D'accord. Oui, Les signatures manuscrites sont-elles obligatoires ou les signatures numériques sont-elles autorisées? en fait, nous n'allons pas accepter de signature manuscrite. Tout doit être fait de manière numérique. Vous devrez indiquer leur prénom, leur nom de famille et une adresse email valide. Et une chose, concernant les co-signataires, et je ne saurais trop insister là-dessus, en 2024, certaines pétitions n'ont pas abouti parce que l'adresse email du co-signataire n'était pas correcte et nous n'avons pas pu le joindre. Et l'une des choses que vous remarquerez dans le portail de soumission individuelle, c'est qu'en bas, après avoir saisi les 10 prénoms et noms de famille et toutes les adresses e-mail, le pétitionnaire devra cocher une case attestant qu'il a vérifié que ces adresses e-mail sont exactes. Nous prévoyons un volume de pétitions bien plus important que la dernière fois. Et donc, nous n'aurons pas le temps de faire des allers-retours. Donc, pour ainsi dire, nous faisons reposer beaucoup de responsabilités sur les pétitionnaires individuels pour s'assurer que les informations des co-signataires sont correctes. D'accord, très bien. Et alors, une conférence annuelle peut-elle regrouper toutes les pétitions de ses membres et vous les soumettre? Les conférences annuelles ne peuvent soumettre que les pétitions qui ont été approuvées par leur session plénière pour être envoyées. Chaque pétition ne peut concerner qu'un seul paragraphe, donc il n'est pas possible d'envoyer une pétition consolidée avec tous les paragraphes et tous les changements que vous souhaitez. Chaque pétition doit porter sur un seul paragraphe, ou s'il y a des liens très étroits entre deux paragraphes, on modifie l'un, on modifie l'autre. Il n'est pas possible d'envoyer en une seule fois un ensemble massif de pétitions, chaque pétition. Et quelqu'un pourrait demander, pourquoi cela? Eh bien, voici une autre raison. Toutes les pétitions ne concernent pas le même paragraphe, ni même ne sont envoyées à la même commission législative. Et il n'existe aucun moyen pour nous de simplement séparer, disons, une soumission qui comporte 30 parties différentes. C'est pourquoi la loi de l'Église prévoit que chaque pétition traite d'un seul paragraphe. Ah bien. Merci. Vous savez, dans ce même esprit, je crois que vous l'avez mentionné, mais peut-être pour clarifier à nouveau, est-ce que comment gérez-vous les pétitions qui se chevauchent? Comment puis-je avoir des pétitions qui se chevauchent? Je suis pas tout à fait sûr de ce que cette question signifie exactement en termes de chevauchement, mais Je comprends cela comme si vous aviez plusieurs pétitions qui concernent le même paragraphe. C'est bien ça? Peut-être comme ceci. d'accord. Comment gérez-vous cela? Très bien. Chaque pétition doit être traitée par la commission législative. Cependant, il y a des moments où, et je n'ai pas la formulation élégante pour cela, il y aura des pétitions type diffusées par des groupes disant «Nous voulons que le plus de personnes possible soumettent celle-ci». Nous ne pouvons pas regrouper des pétitions identiques ou presque identiques en une seule et lister les personnes qui les ont soumises. Mais cela restera très rare, car il y a deux personnes qui voient un paragraphe à modifier, et elles peuvent vouloir arriver au même résultat, mais peut-être qu'elles souhaitent une justification différente, ou qu'elles veulent traiter tel ou tel mot d'une manière un peu différente. Donc, nous allons privilégier le fait que chaque pétition soit prise en considération. Et très souvent, ce que vous verrez, c'est que vous verrez des commissions législatives. Ensuite, ils essayent de faire ce travail entre eux, vous voyez, pour essayer de saisir l'idée générale et simplement amender une seule pétition. Mais en ce qui concerne le processus de soumission des pétitions, mon conseil serait d'y aller une par une. Et ensuite, nous travaillerons avec les présidents des commissions législatives et d'autres personnes si besoin pour nous assurer que toutes les pétitions soient traitées de manière juste et équitable. Parfait. Et donc, y a-t-il une limite au nombre de pétitions qu'une personne peut soumettre? Selon le droit de l'Église, aucun. Vous pouvez soumettre autant de pétitions que vous le souhaitez. Il n'y a absolument aucune limite. Très bien. Et puis, vous savez, on a eu une autre question, apparemment de Toby, qui demande, peut-on seulement soumettre 10 co-signataires? Ou peut-on en soumettre plus, disons 20 à 30, pour s'assurer que vous puissiez en vérifier 10 parmi eux, afin de montrer le soutien à la pétition? Il n'y a que 10 emplacements pour les co-signataires dans notre formulaire. Très bien. Je pense que c'est bon à savoir. Mais il y a une chose, laissez-moi ajouter quelque chose à ce sujet. Une chose que je n'ai pas mentionnée, mais que vous verrez dans les informations de formation sur la pétition, c'est que la seule place pour la justification
sera dans le formulaire de pétition lui-même, où vous aurez le titre de la pétition, puis la justification. Toute justification et tout co-signataire ajouté dans le corps d'une pétition seront supprimés. Le corps de la pétition doit uniquement traiter de ce qui est modifié ou proposé. À cause de cela, la dernière fois, l'un des retours que nous avons reçus concernait l'inquiétude au sujet de la limite imposée à la justification. Nous avons donc en fait augmenté la section justification de 500 à 750 caractères, afin d'atténuer le fait que nous ne traitons pas la justification dans le corps de la pétition. Nous avons donc décidé qu'une manière équitable de gérer cela était d'augmenter de 50% l'espace dédié à la justification. Et une autre raison, c'est que il arrivait que des personnes mettent une justification dans la case prévue à cet effet, mais qu'elles en inscrivent une toute différente dans le corps de leur pétition. Donc nous allons retirer tout cela et nous allons simplement nous en tenir à qu'est-ce qui est en train d'être examiné? Qu'est-ce qui est demandé à être examiné par la conférence générale? Super. Eh, vous savez, vous à moi une suite. En fin de compte, à quoi sert une justification si elle n'est pas publiée? Il y a La justification est publiée. Cela n'est tout simplement pas publié dans le cadre de la pétition elle-même. Il existe un emplacement distinct dans le processus de soumission de la pétition pour la justification. Ce n'est pas que la justification ne sera pas publiée, cela fera partie intégrante du projet. Elle se trouve simplement dans une section différente du corps proprement dit de la pétition. Steve? D'accord. Et puis, si certains membres plus âgés de notre Église n'ont pas d'adresse électronique, comment gérons-nous cela? Je vais donc répondre en partie à cette question. Nous les encouragerions à collaborer avec leurs conférences annuelles et leurs bureaux afin de trouver une solution. Mais je dirais que, en tant que nouvelle dénomination mondiale, nous n'avons d'autre choix que de fonctionner de manière à nous permettre de travailler virtuellement et à l'échelle mondiale. Et l'un des moyens qui nous permettent de rester connectés, c'est le courrier électronique. Et donc en 2025-2026, je pense que c'est très important, même pour nos aînés, car cela fait partie de nos liens sociaux. L'athéisme, en tant que confession, encourage l'utilisation des adresses électroniques, et il existe donc des plateformes gratuites comme Gmail, etc. Yahoo existe-t-il encore? Quoi qu'il en soit, il existe des moyens pour eux de simplement s'inscrire à une newsletter. Et vraiment, je les encouragerais à le faire, non seulement pour le processus de pétition, mais aussi pour rester impliqués. Je dirais, pour rester informés de ce qui se passe dans leur confession, ils peuvent s'abonner à notre newsletter Across the Globe. Ils peuvent aussi consulter, je dirais même probablement, la conférence annuelle de leur région et leur newsletter. La façon dont ils reçoivent ces informations, c'est par email et ils peuvent les avoir directement à portée de main. Je les encouragerais donc à trouver quelqu'un pour les aider à configurer cette adresse électronique et à les équiper afin qu'ils puissent ensuite rester connectés. C'est une nouvelle et c'est... La mort. Excellente question. C'est un problème auquel nous avons dû faire face. L'essentiel. Si c'est un problème, et je ne vais pas dire que c'est un problème démographique, je pense pas que ce soit vraiment juste de l'affirmer. C'est pas une question démographique. C'est une question d'accès à Internet. Mais je dirais que si c'est un défi, envoyez-moi un email à pétition@globalmethodist.org. Et je travaillerai avec vous pour m'assurer que nous puissions faire vérifier votre pétition. Parfait, mais il leur faudrait aussi une adresse email pour vous aider, probablement pour vous écrire à cette adresse. Donc, également, et merci à Chris des Grands Lacs. En fait, vous pouvez aussi partager un lien vers des ressources d'email gratuites si vous souhaitez le transmettre à vos amis. Nous avons donc une question qui dit « Une priorité sera-t-elle accordée à certaines pétitions en termes d'ordre de traitement ?» Par exemple, les pétitions soumises pour la conférence générale 2024 seront-elles examinées avant celles soumises pour 2026? Aucun favoritisme ne sera accordé à quoi que ce soit. Toutes ces pétitions seront traitées de la même manière et suivront le même processus. Le rapport de 2024 ne concernait pas un accès anticipé ou une priorité. Il s'agissait de comprendre qu'il y avait des pétitions qui devaient être présentées, mais que nous n'allions pas traiter en 2024. Dans cette même logique, dans cette façon de penser, je dirais aussi que certaines personnes m'ont demandé en 2024 et en 2026. L'un des grands plaisirs d'être le secrétaire des pétitions, c'est que l'on peut voir où en est la réflexion dans la dénomination. Vous pouvez voir ce qui préoccupe l'ensemble des méthodistes du monde entier à l'approche de leur prochaine conférence générale. Et l'une des choses que j'ai vraiment appréciées la dernière fois à propos des pétitions reportées, c'était de voir d'où venaient les gens et ce qu'ils estimaient devoir être abordé.
Parce qu'au final, les soumissions de pétitions reflètent la pensée de la dénomination dans son ensemble. Et en tant que passionné d'histoire et d'histoire de l'Église, ce que j'aime, c'est cela. Peu importe ce qu'il advient d'une pétition, qu'elle soit adoptée, rejetée, validée ou non, quoi qu'il en soit, ceux qui viendront après nous, dans 50 ou 60 ans, pourront consulter les archives des pétitions et se dire « Ah, voilà ce qui les préoccupait à l'époque ». Donc non, nous ne faisons pas de favoritisme en établissant un ordre de préférence. Nous mettons tout dans le même panier en une seule fois, mais je voulais juste ajouter cette petite touche de contexte pour vous aider à comprendre la vision d'ensemble de ce qui se passe avec le processus de pétition. Assez. Et puis, la section de la justification est limitée à 750 mots. Caractère. Caractère. Y a-t-il une limite de mots pour le corps de la pétition? Aucune. Aucune. Aussi, nous voulions juste faire un suivi Nous savons tous que les emails finissent souvent dans les dossiers de spam ou de corbeiller. Existe-t-il une méthode de contact de secours si 8 ou 9 co-signataires répondent, mais qu'il en manque un? Ce que je peux aussi dire, c'est que, vous savez, nous allons prendre cela en compte. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'inquiétudes et de questions concernant la vérification des co-signataires. Donc nous entendons cela et nous savons que, vous savez, nous allons essayer de nous en assurer et peut-être que c'est quelque chose. Aussi, informez vos co-signataires, au moment où ils signent, que cela devra être vérifié. Et donc, dans ce processus, il faut s'attendre à recevoir un email et leur demander aussi de bien vérifier leur dossier spam, corbeille, etc. Nous aussi, je parle au nom de Lamar, mais je sais qu'il passe d'innombrables heures à tout vérifier et à vraiment s'assurer que tout est en ordre. Et il fera tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer que vos co-signataires soient bien vérifiés. Donc, je pense qu'on doit aussi faire notre part en amont. Juste dire, vérifiez tous vos dossiers et sachez que ça va arriver une fois que c'est soumis pour faciliter un peu tout ça. T'as quelque chose à ajouter là-dessus, Mag? Oui, j'ai deux ou trois choses. Premièrement, je serai constamment en contact, comme je l'ai été en 24, avec les pétitionnaires en leur disant « j'ai eu des nouvelles de ces co-signataires. Je n'ai pas eu de nouvelles de celui-ci. » Encore une fois, on met la responsabilité sur le pétitionnaire pour qu'il soit notre partenaire là-dessus. Mais l'autre chose intéressante concernant les co-signataires qui est apparue en 2024, c'est que certains de nos amis de l'Église méthodiste globale, qui viennent de traditions confessionnelles où, parfois, tous les principes du droit ecclésiastique n'étaient pas toujours respectés comme ils auraient dû l'être. Et une partie de notre philosophie, c'est que si nous exigeons 10 co-signataires, alors bon sang, nous devons aux membres de l'Église de faire respecter le droit ecclésiastique. Si vous prenez le temps de soumettre votre pétition à 10 amis qui vont la signer et dire « Allons-y, on est partant », il nous incombe de respecter notre propre droit ecclésiastique, surtout compte tenu des façons dont certains viennent de traditions où cela n'était pas fait. Il ne s'agit pas simplement de cocher des cases, mais de vivre notre vocation en tant que méthodistes mondiaux, en respectant les règles auxquelles nous avons choisi d'adhérer ensemble. C'est bien. Eh bien, merci, Lamar. Vous savez, je voudrais juste prendre un petit moment de privilège ici pour dire, premièrement, merci, Lamar, pour tout le travail que tu fais pour ce processus. Et je veux aussi remercier quelques personnes qui ont travaillé dans l'ombre pour que le portail soit prêt et opérationnel. Vous savez, on sait que notre situation est un peu particulière et ce n'est pas vraiment quelque chose que l'on peut simplement aller chercher sur Amazon. Nous avons besoin de ce portail de pétition et donc Wanda Bourgeois de la conférence Trinity ainsi que Jeremy, qui fait partie de notre équipe au GMC, ont travaillé avec Lamar pour concevoir et créer ce portail pour nous. Cela permet à vous tous et à nos membres de soumettre leurs pétitions réfléchies et de simplement faciliter notre processus. Et aussi d'être attentifs à nos besoins, à la diversité de nos publics et aux besoins mondiaux de notre dénomination. Donc, je voulais juste prendre un instant privilégié pour dire à vous tous, merci beaucoup pour le travail que vous avez accompli pour nous aider et que vous continuez à faire. Pour aider dans ce processus, pour permettre aux voix de notre dénomination d'avoir un moyen de soumettre ses pétitions et préoccupations ou quoi que ce soit d'autre, nous sommes tellement reconnaissants envers vous tous et pour les dons que le Seigneur vous a accordés et notre capacité à pouvoir les utiliser pour le bien de notre Église. Alors merci à vous tous, vraiment, du fond du cœur. Et nous voulons encore une fois vous remercier tous de vous être joints à nous. Nous savons à quel point ce processus est important pour vous tous et nous sommes vraiment reconnaissants. Ces questions étaient excellentes.
Nous continuerons. Nous avons mis l'adresse email pour les pétitions dans le chat. Donc, si vous avez d'autres questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous les envoyer. Nous savons aussi que l'une des grandes questions qui reviennent toujours, c'est quand peut-on s'attendre à ce que l'enregistrement soit disponible? Alors, aidez-nous à faire passer le mot. Nous allons nous en occuper et l'envoyer dès que possible, et nous vous l'enverrons par email. Notre logiciel met un peu de temps à traiter le tout. Donc, pour être prudent, je dirais d'ici le début de la semaine prochaine. Je ne vais pas vous promettre que vous l'aurez dans 10 minutes, mais nous visons le début de la semaine prochaine. Et ensuite, les traductions. Et le doublage, cela prend un peu plus de temps. Et donc, dès qu'elles seront disponibles, nous les publierons et nous les mettrons sur notre site web de la conférence générale beautyofholiness2026.org. Encore une fois, merci à tous d'avoir pris un moment pour nous rejoindre. Lamar, merci. Merci pour tout ton travail acharné. Nous avons hâte de découvrir toutes les ressources et vidéos que tu as déjà préparées pour nous accompagner dans ce processus. Et nous espérons simplement que chacun, alors que nous entrons dans l'Avent, ou plutôt que nous sommes déjà dans l'Avent, n'est-ce pas, en cette saison de l'Avent, que nous prions et espérons toutes les bénédictions pour vous tous. Et merci encore d'être membre de l'Église méthodiste globale. Alors, passez tous une excellente journée.